Un scénario, je l'écris dans le silence. Dessiner, je mets de la musique. Pour cet album-là, j'ai découvert plein de groupes, souvent celui que je dessinais, et j'ai découvert plein de trucs très très bien, quoi, vraiment. Hein. Moi, j'ai vraiment aimé Gojira. Alice Cooper, je connaissais, mais là, j'ai beaucoup mieux connu. J'ai appris plein de trucs. Un dessinateur de BD, la plupart du temps, écoute de la musique, quoi, en travaillant. C'est un univers parallèle, ça va de soi. C'est de la pop culture. Je suis Pixel Vengeur, je fais de la bande dessinée depuis les années 80, quoi. Tout vient de Métal Hurlant. Lorsque Philippe Manœuvre est rentré dans le jeu de Métal Hurlant, il a amené le rock'n'roll. On devrait lui mettre cette étiquette-là. C'est vraiment lui qui a, en tout cas en France, a fait le pont entre la bande dessinée et le rock'n'roll, en invitant, en trouvant des auteurs comme Margerin, comme Jeannot et tout ça, qui sont des auteurs purs rock'n'roll, quoi. Ils parlent de la zone, ils parlent du rock. Enfin, c'est lié parce que c'est de la pop culture pure, quoi. Et c'est totalement relié. Moi, depuis aux États-Unis, c'était pas moins flagrant, tandis que quand Metal est arrivé, c'était relié, quoi. C'était vraiment rock et BD, quoi. Une ombre s'étendra sur l'univers, et le mal naîtra dans son sillage, et la mort viendra des cieux. Métal Hurlant est arrivé dans les années 80, ça a explosé. C'était un peu le foutoir, hein, comme le disait si bien Jean-Pierre Dionnet. C'était un peu va comme je te pousse, mais tout coïncide. La bande dessinée, c'est coloré, la musique, c'est fort. Franck Margerin et le rock'n'roll, Beltrán qui fait du rock aussi, elle fait de la BD. Enfin, on est tous plus ou moins musiciens. C'est assez marrant d'ailleurs. Il y a pas mal de groupes d'ailleurs de dessinateurs de BD qui font des. Moi, j'ai longtemps fait de la musique. J'étais dans un groupe qui s'appelait Dr. Krollspell, qui est un personnage de Tintin, parce qu'on avait le chanteur qui était la copie conforme d'un des personnages. Il y avait Paul Carali à la basse, il y avait Mo CDM à la batterie et moi à la guitare, et il y avait ce chanteur qui n'était pas dans la BD, mais qui en fait un petit peu, mais c'est pas son truc. Et ça colle. C'est vrai qu'il y a pas mal de ponts. Beaucoup de gens que je croise à Fluide Glacial, je pense à Arnold Gouefleck, à Julien Solé, font de la musique, Pixel. Il y a beaucoup de gens qui font les deux ou qui apprécient les deux. Je suis Jorge Bernstein, je suis scénariste. Au départ, peut-être dans la culture, il y a quelque chose de l'ordre de la dissidence, on va dire, ou de quelque chose qui se passe un peu sous le manteau, qui peut-être se retrouve aujourd'hui dans les liens possibles. Voilà, il y a peut-être un côté un peu punk dans la BD qui peut, dans certains aspects de la BD qui peuvent bien me correspondre, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui peut sortir des cases, même si la BD se fait dans des cases, souvent ça permet des expressions assez libres, je trouve. Je pense que la bande dessinée est un bon moyen, c'est un bon exutoire de pouvoir faire passer des messages, que ce soit des messages engagés ou que ce soit des trucs les plus farfelus qui sortent des arcanes de ton cerveau, quoi. Comme le métal. Je suis Alex Rebec, je suis au Hellfest depuis un peu plus de 10 ans et actuellement je suis chargé de production événementielle. Il y a un côté rébellion, quoi. Un côté rébellion qui est dans le métal, donc c'est pour ça que je pense que la bande dessinée marche complètement avec, quoi. Quand tu fais de la bande dessinée et quand tu fais du métal, il y a quand même un travail
de réflexion, de création. Ça veut dire que tu vas devoir de quoi tu as envie de parler. Après, comment tu vas mettre ça en forme, parce que l'histoire, c'est une bonne chose. C'est comme quand tu écris un riff. Mais après, il va falloir pouvoir l'articuler de façon intelligente pour pouvoir créer une planche et raconter une histoire. Et je trouve que dans le métal, c'est un peu le même acabit. Tu vois, tu travailles avec une équipe, il y a une réflexion derrière, tu as un pitch et tu vas devoir travailler et retravailler pour que ça fonctionne et que ça plaise, quoi. Sans se scléroser. Moi, j'ai toujours dessiné. C'est très américain, quoi. Parce que moi, je suis un féru de comics, donc j'ai toujours dessiné. J'ai fait même quand j'étais minot en UT, je dessinais des partouzes avec mes potes ou avec les profs. Enfin, tu vois, des trucs un peu décalés, puis un peu contre-culture, quoi. J'aimais bien. Ça faisait marrer. Hein. Tu sais, quand t'as un petit coup de crayon, ça fait toujours marrer les copains, quoi. Après, j'ai jamais prolongé le truc parce que ça demande. En fait, c'est con. C'est comme tout. Ça demande beaucoup de travail et que j'ai pas trouvé le temps. Hein. Mais pourquoi pas, j'aurais pu, hein. Mais tu vois, moi j'ai quelques tableaux de moi et quelques croquis que je garde aussi, quoi. Dans la maison, hein, je les garde. C'était soit la BD, soit la musique. Si la musique démarrait j'arrêtais la BD, je reprenais la BD plus tard. Et si c'était l'inverse, hein, et c'est ce qui est arrivé, la BD a démarré, donc j'ai lâché la musique. Tu sais, quand tu montes sur scène, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'autre, c'est assez rigolo. Hein. Quand tu voyais Lemmy à la fin de sa vie qui montait sur scène, je suis sûr que quand il était sur scène, mais il était plus malade du tout, quoi. Bon, il chantait plus, il avait plus la grosse pêche comme avant, mais et quand tu montes sur scène, t'es quelqu'un d'autre, quoi. Et quand tu dessines, tu te racontes des histoires que peut-être que tu aimerais bien vivre, quoique. Mais tu rentres là-dedans. Contrairement à la musique, justement, la bande dessinée, c'est que tu es face avec ta planche, face à ton éditeur, et la musique était face à un producteur, face à un mixeur, face à un machin, face à un tourneur, face à trop de gens qui interviennent dans le processus. C'est pour ça que la musique, j'ai arrêté, parce que trop de gens prenaient trop de place, quoi, dans ce que je voulais faire. Donc ça marchait pas, quoi. Je suis terriblement individualiste. Je hais les gens. Je suis nihiliste. Pas chier. L'autodérision, moi, c'est quelque chose qui me va très bien, puisque l'idée, c'est que dans cette BD Metal Vortex, c'est qu'on se moque de tous les clichés, y compris ceux de la BD, y compris ceux qu'on apporte dans la BD pour être justement dans un mouvement où on casse au maximum les codes ou les façons de voir le métal, de voir la BD, etc. Pour moi, faire une BD sur la musique extrême, normale, je dirais, ça coule de source. Et je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus, d'ailleurs, sur la musique extrême, parce que je trouve que ce milieu est un monde à part entière, comme pourrait être le monde du jeu vidéo ou des jeux de rôle. C'est ultra vaste, quoi. On se rend compte qu'il y a de quoi faire, mais je ne sais pas combien d'histoires sur ce monde-là. C'est hallucinant, quoi. Tant mieux qu'on ouvre Là, parce que là, on est parti pour ouvrir un peu la porte. Il y a de quoi faire, quoi. Donc, on va bien se marrer, je pense. D'ailleurs, il y a quelques années, au Hellfest, il y avait un jeu vidéo qui était partenaire, concepteur de jeux vidéo, l'entreprise Blizzard, qui était donc partenaire du Hellfest. Et il y avait des animations qui puisaient dans ce monde World of Warcraft qui était donc présent au Hellfest. Et je sais que ça matchait tout de suite. Hein. Ça faisait écho chez nombre de festivaliers d'aller puiser dans cet univers Heroic Fantasy, des jeux vidéo, de manière générale. Je suis Christophe Guibert, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Je suis rentré dans l'analyse sociologique du Hellfest sur la musique métal en général. Une spirale de haine nous enserre. Une succession d'alliances forgées, puis brisées. Partager ce monde nous a tant coûté. Et nous avons oublié ce qui fait notre force. Pour l'Alliance! Formez les rangs! Avancez groupés!
Ça paraît être un univers complètement imaginaire en quelque sorte. Tu as l'impression de vivre dans un film de Tim Burton ou dans une grande bande dessinée géante, pour le coup, encore une fois géante. Donc l'univers du Hellfest et les décors du festival et les tenues des groupes, leurs tronches, la tronche des festivaliers, etc. En soi, c'est vraiment un terrain de jeu propice à s'éclater visuellement. C'est quelque chose qui permet vraiment de sortir de nos habitudes, quoi, parce que tu rencontres des groupes qui eux-mêmes font des trucs complètement tarés sur scène ou qui sont habillés de façon complètement extravagante. Donc c'est assez rigolo. C'est vrai que ça se prête vraiment super bien à un univers de dessin. Ils ont d'ailleurs pas mal d'affiches ou d'art visuel, quoi, en fait, qui les accompagnent, le Hellfest. Hein. C'est très graphique. Le Hellfest, au fil des ans, ils ont su construire une identité, notamment faisant appel à des graphistes, à des sculpteurs sur métal. Il y a une décoration en plus qui change chaque année, qui est absolument hors norme. Donc le rapport avec la BD, il est vraiment très graphique. Ils jouent énormément avec le feu, la lumière. Je suis Fabrice Audescent, je suis avant tout journaliste de profession, mais également auteur de livres. J'écris beaucoup de choses hors journalisme. Et si on pouvait résumer un peu ma personnalité, c'est entre les échecs et le métal. Voilà. Le Hellfest, il faut le voir quand la nuit tombe, entre chien et loup, comme on dit. Et là, les lanternes commencent à être allumées, il y a des allumeurs de feu qui viennent aussi. Et là, tout se transforme, en plus au milieu du vignoble, du vignoble du Muscadet, et ça donne des ambiances absolument féeriques. Et donc, on a presque l'impression d'être dans un conte de fées. Un conte de fées, c'est pas les contes de la crypte, hein, un conte de fées métal, et qui fait que tout rappelle l'univers de la BD. Tu vas voir le Hell City Square avec les décors de cinéma, tu vas voir la Hell Stage, tu vas avoir le côté un peu science-fiction, tu vas avoir la Warzone qui va se détacher, tu vas aussi avoir le bois, tu vas avoir la grande roue. Quand tu es dans la bande dessinée, tu as souvent tendance à planter du décor, et que le décor du Hellfest a quand même été une grande force pour le festival, ce qui lui a permis de se démarquer. Mais évidemment, bon, tu retrouveras souvent du feu, du métal, de l'acier, des têtes de mort, mais chaque année on peut faire de nouvelles choses. Au Hellfest, tu as vraiment une galerie de personnages. Et je pense que un dessinateur pourrait simplement faire un arrêt sur image toutes les 3 secondes pour trouver un nouvel héros de BD. Je pense que dans l'idée, que ce soit dans le métal, dans la musique ou dans la bande dessinée, l'idée c'est d'aller sculpter des personnages vraiment atypiques et qui récupèrent les codes que tu as envie de retrouver, quoi. J'en suis persuadé. Ouais. Mais quand tu écoutes du métal, tu portes aussi des codes et tu t'habilles d'une certaine façon. Donc oui, on peut peut-être, sans être accusateur, tu vois, je pense que oui, chaque métalleux, quand tu viens au Hellfest, tu portes un certain déguisement. Ça veut dire que tu vas choisir avec soin quel t-shirt tu vas porter et comment tu vas t'habiller pour pouvoir te démarquer, pour pouvoir un peu représenter les codes les codes et les groupes que tu soutiens. Donc oui, on peut parler de déguisement, mais sans le côté, c'est pas anodin, quoi. Voilà, je pense que c'est important. Ouais. Les groupes métalleux eux-mêmes qui sont, entre guillemets, presque parfois, mais volontairement des caricatures d'eux-mêmes, ou contrairement qui sont totalement à fond dans le truc sans se poser de questions ou autres, mais des fois c'est surréaliste, quoi. Tu te demandes où est-ce que tu es, t'as l'impression d'être dans un film de Mel Brooks. Et je pense que c'est un peu dans la grande tradition française de se railler des choses. Et par l'ironie, par la dérision, on s'en moque, et à partir du moment où on s'en moque, déjà, on expurge, on fait une forme de catharsis aussi. Il y a plein de gens qui viennent là, qui tripent pas forcément le métal, mais c'est aussi pour l'ambiance. Il y a la décoration, c'est une sorte d'immense parc de jeux d'enfants, et avec ce terme d'insouciance, et juste le plaisir, sans penser à rien. Donc c'est peut-être ça la part d'enfance qu'on a en nous, et qu'on a du mal à retrouver quand on est plus grand, parce que il faut remplir des papiers administratifs, faire des factures, être sérieux, essayer d'avancer dans la vie. Je ne sais pas, toutes ces choses dites d'adultes, donc là-bas, c'est pas du tout ça. C'est incroyable, c'est une sorte de BD animé, en fait, le Hellfest. C'est un gros dessin animé, comme les plus anciens se souviendront de ça, mais ça m'avait inspiré pour une scène de la BD, Love is All de Roger Glover. Et en fait, c'était ce qu'ils appelaient un interlude dans les années 70-80 sur les chaînes de télévision. On voit une petite grenouille qui joue de la guitare dans la forêt, qui attire tout le monde derrière elle, puis à la fin, il y a une sorte de grand rassemblement. Et ça me fait vraiment penser à ça. Donc, c'est très très graphique, métallique. C'est une BD vivante, le Hellfest. Harry. Salut, Harry. Comment ça va, mon Harry? Salut, Harry.
Elle a pas tenu le coup, hein? Hé, tu te mets ça où je pense, hein? Si c'est toi qui me le mets, faudra payer 105. Dans le monde de la BD, les héroïnes, à travers les traits des dessinateurs, présentent parfois des dimensions un peu érotisées, sexualisées, voire hypersexualisées des corps. Et donc, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation dans la BD de corps féminins qui puisent dans cette hypersexualisation. Et dans l'imaginaire qu'on retrouve au Hellfest, mais aussi dans les pratiques des festivalières elles-mêmes, on retrouve cette dimension d'hypersexualisation des corps. Et donc là, il y a peut-être un autre parallèle entre ce monde de la BD qui est reprise, par exemple, chez les revendeurs de vêtements, d'ustensiles ou d'outils qui permettent d'alimenter une forme d'apparat et donc des corps, où on a toujours, très souvent, cette référence à un corps masculin qui va jouer sur la carte de la virilité, et à l'inverse, les corps féminins qui vont puiser plutôt sur le mode de l'hypersexualisation, donc avec les mini-jupes, les décolletés, les barésilles. Et ces corps féminins hypersexualisés qu'on retrouve donc dans la BD, ils sont tout à fait présents au Hellfest. Et donc il y a une partie des festivalières qui s'autorisent, encore une fois, des comportements corporels qu'elles ne s'autoriseraient sans doute pas en dehors de la sphère et de l'enceinte du festival. Et pour elles, il y a un argumentaire qui justifie l'utilisation de leur corps de cette manière-là, avec un recours à la liberté. Pour elles, le Hellfest, c'est une expression possible de liberté. Alors en fait, une liberté qui est sous contrainte, parce qu'on ne présente pas n'importe quel corps, ce sont plutôt de jolis corps, en tout cas ceux qui répondent à des critères esthétiques bien précis. Et cette liberté, finalement, des corps féminins qui s'hypersexualisent, alimente, à mon sens, les rapports socio-domination entre les hommes et les femmes. Oui, c'est vrai, c'est un standard, ça remonte dans les années 30-50. Aux États-Unis, les héroïnes, elles étaient toujours hypersexuées, c'était comme ça. Moi, j'ai tendance à faire l'inverse, de moins leur mettre des poitrines affriolantes, infernales. Mais ouais, mais je comprends, graphiquement, c'est plus... Voilà, c'est une question de graphique, c'est joli, puis je pense que comme ce sont des gars, le dessinateur de bande dessinée, il est derrière sa planche, le pauvre gars, il voit pas le jour. Et donc, quand il fait des filles, il a le plaisir de faire des belles formes, quoi, des formes un peu exagérées. J'imagine. Mais moi, c'est pas mon cas. Je suis pas gros fan des grosses poitrines, donc de toute façon... je vais pas faire ça, quoi. A priori. Après, c'est toujours plus agréable. Moi, je vois quand les filles prennent la peine, tu vois, lors d'un festival, alors qu'elles sont en tente, tu vois, et qu'elles trouvent le temps et l'imagination de pouvoir recréer un espèce de déguisement et puis donner un côté sexy à la chose. Et moi, j'apprécie et qui plus est, pourquoi elles font ça? Parce que c'est le festival leur donne l'occasion de pouvoir faire ça. Et aussi, je pense que t'as aussi un sentiment de sécurité au sein du festival, c'est que tu peux arborer des tenues un peu plus sexy, un peu comme tu pourrais voir dans un salon de cosplay, tu vois, où les filles se déguisent comme ça. Alors déguisement, c'est entre guillemets, parce que j'aime pas trop dire ça, mais c'est important pour elles de pouvoir redonner un petit côté, de pouvoir donner un petit côté glamour, de se sentir en sécurité et surtout de pas se sentir jugé. Il y a aussi une esthétique liée aux pochettes, aux t-shirts, aux typos, etc., dans la contre-culture des années 70. Je pense qu'un autre point commun possible, c'est peut-être cette notion de collection, parce qu'on retrouve, d'après ce que j'en comprends, l'esprit de collection chez pas mal de fans de métal, et on le retrouve aussi chez pas mal de fans de BD. Donc c'est peut-être un autre point commun. Lorsque le Hellfest vend sur Internet des marques du Hellfest, les t-shirts, le merchandising, il y a une forme quelque part presque de fétichisme par rapport à l'objet qu'on retrouve chez les collectionneurs qui sont très présents dans le monde de la BD. Voilà, les objets qui font référence à des BD, ce qu'on lisait dans son enfance. Et ici, il y a peut-être un parallèle par rapport à cette culture qui est corporisée, dans le sens où il faut avoir le t-shirt de son favori. Ça montre finalement des goûts dans cet univers
très cloisonné du métal. Le métal, c'est plein de sous-univers qui sont parfois soit très poreux, soit avec des frontières très précises entre les sous-genres. Voilà, c'est quelque chose qui, effectivement, peut-être rapproche ces deux univers culturels très distincts, en apparence. Lorsqu'on lit une BD, on découvre sous le trait du dessinateur des corps, des formes, qui sont bien évidemment parfois totalement irréels. Et lorsqu'on rentre dans l'enceinte du Hellfest, pour avoir échangé sur cette question-là avec nombre de festivaliers, finalement, le spectacle, il est presque autant sur scène que dans la horde de métalleux qui foule les champs ou l'herbe du Hellfest. Et finalement, c'est un spectacle un peu à ciel ouvert. Et cette idée, voilà, d'ouvrir un livre ou d'ouvrir une BD lorsqu'on passe cette enceinte et qu'on refermerait le soir ou le dimanche soir lorsqu'on quitte le Hellfest et qu'on rentre chez soi, je pense qu'il y a un parallèle ici qui est tout à fait évident. C'est vrai qu'il y a vraiment cette idée qu'on a voulu reproduire dans Metal Vortex d'un début et puis d'une fin en apothéose qui finit sur quelque chose d'assez puissant. Donc on a voulu le créer comme un événement avec un temps d'ouverture et puis un temps de fermeture qui finit sur un joli clap de fin, quoi. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que dans le projet, c'est que si tu reviens au Hellfest, tu revis la suite de ton aventure. Tu peux parler peut-être d'une saga, ou alors tu refais carrément une toute autre aventure, quoi.